Non, c'est normal. Je lance l'enregistrement pour que notre webinaire soit ensuite mis en ligne sur la chaîne YouTube du CREAI Grand Est afin effectivement de pouvoir permettre un accès aux personnes qui n'auraient pas eu la possibilité de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, je suis Karine Martineau, je suis conseillère technique au sein du Centre ressources autisme Champagne-Ardenne et je suis donc accompagnée, vous verrez après ma collègue, Madame Petula Bergamilli, qui est aussi conseillère technique et qui, elle, recense les questions qui émaneront au regard des propos de nos trois intervenants. Donc, la thématique en lien avec la promotion de l'accès au sport pour les personnes avec TSA aujourd'hui était effectivement de s'intéresser et de vous faire partager les différents regards, expériences d'acteurs de terrain et au regard notamment de l'ensemble des fédérations nationales. Donc, à savoir quel est leur rôle et quel est leur projet pour faciliter l'accessibilité autour du sport. Donc, j'ai aujourd'hui autour de ce webinaire Madame Élodie Couder, qui est conseillère technique fédérale autisme et activité motrice donc au département de Paris. Est aussi présente Madame Élodie Ars, conseillère technique fédérale donc, de la Ligue aussi sport et adapté, mais cette fois-ci dans notre région Grand Est, et notamment dans la zone référencée Hanté Champagne-Ardenne. Et ensuite, nous aurons le retour d'expérience de Monsieur Paul Caillé, qui est référent paralympique Grand Est, donc, au sein du comité paralympique et sportif français. Donc, ce que je vous propose et la façon dont on avait aussi organisé les choses, c'est que dans un premier temps, Madame Couder puisse nous faire part de ces différents éléments de réflexion. Et ensuite, nous laisserons la parole à Madame Ars pour terminer avec Monsieur Caillé. Donc, entre-temps, ma collègue Madame Petula Bergamilli recensera les questions et en fonction du nombre de questions, soit effectivement on vous les proposera, soit dans l'entre-deux du passage de l'un à l'autre, ou sinon en fin de vos trois interventions. Voilà. Donc, Madame Couder, si c'est bon de votre côté, je vous laisse la parole. Eh bien, je vous remercie. Je voudrais avoir la main pour pouvoir partager peut-être mon support si possible. Et pendant que je retrouve la main, petite précision, effectivement, je suis conseillère technique fédérale au sein de la Fédération française de sport adapté aujourd'hui. Alors, ça a l'air bon. Hop. Vous êtes animatrice. C'est parfait. Donc, effectivement, tout d'abord, je vous remercie effectivement pour cette invitation et pour nous laisser un petit peu nous exprimer sur ce sujet qui est un vrai sujet d'actualité au sein de la Fédération française de sport adapté aujourd'hui. Donc, la question et le sujet de ce qui nous anime aujourd'hui, c'était les fédérations nationales, finalement, quel rôle et quel projet pour favoriser l'accès au sport. Peut-être, avant de commencer, je vais vous rappeler un petit peu pour ceux peut-être pour qui ce serait pas très clair, qu'est-ce que la Fédération française de sport adapté. Donc, la Fédération française de sport adapté, elle a été créée en 1971 et c'est une fédération qui est multisport et qui est au service des personnes en situation de handicap mental ou psychique. La mission principale, c'est qui est inscrite dans ses statuts, donc depuis 50 ans, en fait, les 50e anniversaire de la fédération cette année, c'est d'offrir à toute personne en situation de handicap mental ou psychique, quels que soient ses désirs, mais surtout quelles que soient ses capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix, dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l'exercice de sa citoyenneté. En quelques chiffres et concrètement, comment ça s'organise, c'est la Fédération française de sport adapté, elle est structurée comme toute autre fédération sportive, avec des organes régionaux que sont les ligues, des organes départementaux que sont les comités départementaux, et elle peut s'appuyer sur 1300 clubs, donc associations, affiliées au sport adapté. Toute cette structuration, elle bénéficie à 65 000 licenciés. L'année dernière, il y a eu un peu moins de licenciés liés très fortement au Covid, mais voilà, ces dernières années, on était sur un peu plus de 65 000 licenciés. Et concrètement, en fait, au-delà de la pratique qui s'organise au sein des clubs, la fédération organise plus de 3 000 rencontres sportives par an qui s'adressent à
tout type de public, donc des plus déficients jusqu'aux plus compétitifs. Et tout ça dans plus de 75 disciplines sportives. Donc, on est une fédération qui est vraiment multisport et qui est dédiée aux personnes en situation de handicap mental ou psychique. À la Fédération française de sport adapté, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des professionnels qui sont à la fois des professionnels du sport et des professionnels du handicap. Ce qu'a pu montrer cette étude de mesure d'impact social qu'a menée la Fédération en début d'année, c'est que 80% des clubs qui avaient répondu du coup à l'enquête disposent d'encadrants formés. Et en moyenne, chaque club compte 2 encadrants formés en sport adapté, donc en sport et en handicap. Le sport adapté, c'est également des spécialistes de la prise en compte des besoins spécifiques des sportifs. On a, par exemple, 55% des sportifs qui expriment avoir besoin d'accompagnement dans au moins 3 dimensions de leur pratique. Seulement 11% finalement qui déclarent pouvoir pratiquer leur sport en autonomie. Donc vraiment, c'est notre cœur de métier de pouvoir s'adapter aux besoins et aux spécificités des différentes personnes à qui on s'adresse. Un autre élément qui me semblait intéressant à souligner ici, et notamment pour le sujet qui nous anime, c'est que cette enquête a aussi montré que le sport adapté favorisait le lien social. Cette mesure d'impact, elle vient appuyer le fait que le sport adapté, alors j'ai envie de dire comme d'autres fédérations aussi, mais également le sport adapté, est un levier de renforcement de lien social. Il contribue à intégrer les sportifs dans un réseau interpersonnel, avec par exemple 83% même des sportifs qui considèrent que la pratique d'un sport adapté leur a permis d'aller plus facilement parler à d'autres personnes. Un autre exemple, c'est 95% déclarent avoir développé des relations amicales avec d'autres sportifs, ce qui nous semble des choses assez essentielles au sein de la fédération. Concernant l'autisme, à la Fédération française de sport adapté, les sportifs autistes représentent une part non négligeable des sportifs licenciés, mais depuis sa création finalement. Aujourd'hui, d'après une enquête qu'on a pu mener en début d'année également, il y aurait près de 20% des licenciés à la fédération qui relèveraient d'un trouble du spectre autistique. Soit, si on s'appuie sur les chiffres de licence, on va dire, d'un temps ordinaire, près de 10 000 sportifs. Et ces sportifs, on a pu remarquer dans l'enquête qu'ils étaient présents dans l'ensemble des secteurs de la fédération, que ce soit dans le secteur du loisir, du spectre compétitif, et finalement dans un peu toutes les disciplines. Il n'y a pas forcément de discipline exempte. Et depuis 1 an maintenant, la Fédération française de sport adapté, elle affiche réellement sa volonté d'aller plus loin dans l'offre sportive proposée à ce public à travers l'ouverture d'un mi-temps de conseiller technique fédéral chargé spécifiquement de la coordination nationale du développement du sport et autisme, que j'occupe aujourd'hui, et la mise en place d'une commission nationale sport et autisme qui est en train d'être formée. Ce qu'on a fait au début de la mission, c'est de réaliser une enquête également en direction de toutes les personnes autistes, et pas uniquement du coup dans le réseau de la Fédération française de sport adapté. Donc, une des premières actions que nous avons pu mener, c'est de lancer donc cette enquête sport et autisme qui a quand même été répondue par un grand nombre de personnes. On a 457 personnes autistes qui ont répondu, avec toute tranche d'âge et tout profil intellectuel représenté. Et ce qui nous a marqué dans cette enquête, et qui était assez fort pour nous, c'est que 82% des personnes avec autisme qui ont répondu à l'enquête déclaraient rencontrer des difficultés dans la pratique sportive. Donc ça, c'était quelque chose qu'on sentait, mais qu'on n'avait peut-être pas mesuré à tel point, tellement c'était important. Donc là, nous, ce qui nous intéresse du coup dans notre action, finalement, et dans cette enquête, c'était d'identifier justement ces freins et ces difficultés. Donc la question qui était posée dans l'enquête, c'était finalement, rencontrez-vous des difficultés liées à la pratique sportive? Il y avait plusieurs possibilités de suggestions de réponse et il y avait aussi une case autre dans laquelle les personnes ont pu exprimer finalement quelles étaient leurs difficultés, si elles étaient différentes aussi de celles qui étaient proposées. Et la première difficulté qui est exprimée par les répondants à l'enquête, je le rappelle du coup issue du monde de l'autisme, de tout profil, c'est le manque de formation des encadrants. Effectivement, c'est ce qui a été relevé. La deuxième difficulté, c'est « je ne trouve pas ma place dans les clubs ordinaires ». Et la troisième, c'est « je ne trouve pas d'offre adaptée à mes besoins ». Ça, c'est les résultats de l'enquête. C'est de l'enquête et des 457 répondants. Mais nous, ce qui nous intéresse également, c'est d'identifier les freins, mais aussi finalement quels seraient les leviers, quelles seraient les choses à développer, les choses à mettre en place pour justement favoriser cette pratique.
Donc, dans cette même enquête, on a également posé la question finalement de quels seraient les dispositifs, selon vous, à développer pour favoriser la pratique des personnes avec autisme. Et là, on a pu observer finalement deux types de réponses qui étaient un peu différentes en fonction des profils et des capacités intellectuelles des personnes. Donc, on a d'un côté finalement mis en avant le fait de permettre plusieurs séances d'essai, par exemple, qui étaient soulignées, ou de permettre des visites de lieux de pratique en amont qui étaient plébiscités par les personnes autistes sans déficience ou avec un haut potentiel intellectuel, tandis que les personnes autistes avec déficience intellectuelle associée mettaient en avant plutôt un dispositif d'accompagnement individuel à l'inclusion ou des créneaux spécifiques identifiés pour des personnes avec autisme. Ça, c'est un petit extrait de toutes les informations qui nous ont été finalement communiquées grâce à cette enquête. Parce qu'effectivement, ces enquêtes, vraiment, aujourd'hui, elles nous ont apporté beaucoup d'informations, même si des analyses sont toujours en cours et qu'il y a des nouveaux projets de recherche qui risquent d'émerger suite à cette première enquête. Elles sont aujourd'hui, pour la commission et pour le groupe qui travaille spécifiquement sur cette question-là, le point de départ d'une démarche de développement global et surtout d'une réelle volonté de réponse aux besoins spécifiques des personnes autistes. On le sait, les offres de pratiques adaptées sont encore trop peu nombreuses. Le nombre de personnes formées spécifiquement à l'autisme en mesure d'accompagner notamment les profils complexes sont trop faibles. Et donc, nous, on veut s'inscrire là-dedans. Concrètement, aujourd'hui, au niveau de la fédération sur la thématique du sport et autisme, nos objectifs, ils sont multiples. Ils sont de favoriser la pratique sportive des personnes autistes, en premier lieu, au sein de la fédération, de développer l'expertise du réseau sport adapté à l'autisme, à l'aide notamment d'outils, de formation, de mise en réseau de professionnels. On souhaite accompagner l'ensemble du réseau de la Fédération française du sport adapté à la multiplication des offres de pratiques adaptées aux personnes autistes, qu'ils soient jeunes mais aussi adultes, et rendre encore plus accessibles les calendriers de rencontres sportives aux spécificités de ce public. Pour cela, on a 4 axes qui ont été définis. Tout d'abord, l'axe de formation sport et autisme. Ensuite, on va avoir un deuxième axe qui va constituer le développement d'une offre et d'une approche spécifique sport et autisme. Le troisième, la conception et la diffusion d'outils et de ressources support. Et le quatrième constitue un axe de recherche et de communication. On a déjà un premier élément qui émane du troisième axe qui vient de paraître, qui est donc le livret de préconisation pour l'accompagnement des personnes autistes en milieu sportif. Ce document, il est à destination des professionnels ou des bénévoles qui ont la responsabilité d'accompagner et d'encadrer ces personnes sur les activités physiques et sportives adaptées. Il est disponible en accès libre sur le site de la Fédération française de sport adapté, mais aussi sur le site du Groupement national du Centre ressources autisme. Il a été diffusé par la Fédération Sésame Autisme, il a été diffusé sur les réseaux sociaux depuis le mois de septembre et commence à tourner de façon assez large. Et je profite finalement de ce temps qui m'est offert pour remercier à nouveau le groupe de travail que j'ai pu mobiliser finalement pour écrire ce livret. Donc, je remercie l'ensemble des partenaires que vous voyez apparaître à l'écran également ici. Donc, que ce soit M. Jean-Louis Agard, président de l'ARAPI, Mme Amandine Bourris, que vous avez pu voir dans le webinaire il y a 2 jours par rapport à sa mission de doctorante également. Jacqueline Illig, chargée de communication au GNCRA, Céline Lemeur, du coup, donc une référente sport et autisme de l'équipe technique régionale sport adapté, Christine Ménien, qui est présidente de la Fédération française de Sésame Autisme, Karine Roultaboul, qui est présidente de Sésame Autisme, Bernadette Salmon, qui est présidente de l'association Prévention Autisme Recherche. Et je remercie également tout particulièrement les relecteurs qui ont apporté du crédit aussi et du soutien à ce travail qu'on a pu mener sur cette année 2021, à savoir le professeur Frédéric Bonnet-Brio, le docteur Thierry Mafre et le docteur Roxane Audoyer. Je vais vous présenter du coup un peu plus en détail finalement ce livret un petit peu rapidement, pour savoir un petit peu de quoi il est composé. Et je vous invite après, pour approfondir, si vous le souhaitez, à vous procurer finalement ce livret qui sera disponible en même temps que le webinaire, si vous le souhaitez aussi sur le site. Cet outil, c'est un outil que l'on a voulu avant tout pratico-pratique. Applicable de suite, l'objectif, c'était vraiment de donner un premier niveau d'information à l'ensemble des éducateurs sportifs et bénévoles, notamment au sein de la Fédération française de sport adapté, mais éventuellement également plus largement dans l'ensemble des personnes qui potentiellement
peuvent accueillir dans une pratique sportive des personnes avec autisme. Il est constitué de 2 parties. Une partie généralité où on va rappeler finalement qu'est-ce que le trouble du spectre autistique, comment il se manifeste, quelles activités physiques on peut recommander aux personnes avec autisme, avec quelques généralités et préconisations en termes de pédagogie. Et après, et c'est vraiment sur cette partie-là où on s'est le plus vraiment intéressé, c'est la partie cas pratique sur finalement comment concrètement adapter la pratique sportive pour des personnes autistes et comment réagir face à certains comportements. Cette partie-là a été notamment beaucoup soulevée sur le terrain et c'était beaucoup des choses qui étaient demandées sur le terrain. Donc, on a essayé d'y répondre par ce premier élément et ce premier outil diffusable et accessible tout de suite. Un rappel qui ne fait pas de mal sur l'intérêt d'une activité physique et sportive. Alors, les activités physiques et sportives, pour tout un chacun, j'ai envie de dire, elles contribuent à la bonne santé physique et psychique à tous les âges de la vie. Elles contribuent à procurer plaisir, détente, une meilleure perception et une meilleure connaissance du corps. Elles contribuent à l'amélioration de l'estime de soi. Et de façon générale, elles contribuent aussi au développement des acquisitions dans les domaines sensorimoteurs, que ce soit en termes d'équilibre, de coordination, de contrôle d'objets. Elles contribuent à développer les compétences de communication et de socialisation et également à réduire les troubles du comportement. De façon spécifique, on s'est aussi un petit peu intéressé dans ce livret finalement à l'intérêt spécifique potentiellement des activités physiques pour les personnes autistes. Et on rappelle que finalement le surpoids et l'obésité sont quand même plus fréquents dans les populations d'enfants, adolescents et adultes autistes. Et que l'activité physique, elle semble également être intéressante pour la réduction des autostimulations, ainsi que pour la qualité du sommeil des enfants autistes, ce qui du coup a une influence directe sur l'adaptation de la personne à son environnement. En fait, l'activité physique, c'est un moyen vraiment privilégié pour développer les capacités dans toutes les fonctions qui demandent à être améliorées ou entretenues, aussi bien dans les domaines sensorimoteurs que dans ceux de la communication et de la socialisation. Et de manière générale, l'introduction de l'activité physique dès le plus jeune âge dans l'accompagnement des personnes autistes est vraiment largement encouragée. Une question qui revient souvent également, c'est finalement quel sport choisir. Je tenais déjà à rappeler qu'il n'y avait pas de limite physiologique liée à l'autisme pour pratiquer une activité physique. Il peut y en avoir liées à d'autres pathologies associées, mais pas liées directement à l'autisme. On veillera peut-être à proposer des activités qu'elles aiment avant tout, qui correspondent à leur centre d'intérêt, qui leur procurent du plaisir. Et c'est vraiment le critère premier qu'il va falloir, à mon sens, avoir. Il faudra aussi veiller peut-être à proposer des activités qui sont conformes à leurs capacités, mais aucune activité physique ou sportive, à mon sens, ne doit être considérée comme contre-indiquée par principe. Les activités devront parfois faire l'objet d'adaptations nécessaires, avec un aménagement, une simplification des activités, de leurs règles, un encadrement adapté aussi ou spécialisé. Cependant, on observe tout de même une préférence courante pour des activités qui sont individuelles, les activités de pleine nature ou les activités aquatiques. Mais ne pas oublier que les exemples abondent d'accès aux disciplines sportives les plus variées, des sports collectifs, du rugby, ça existe, c'est possible. Donc, dans le livret, justement, donc dans la partie « Comment adapter la pratique sportive pour les personnes autistes », je vous fais référence finalement au livret et je vous invite à aller le consulter pour avoir le détail. Mais finalement, les 6 points qui nous ont paru importants à mettre en avant, c'est tout d'abord, la première chose, c'était de créer un projet sportif, d'individualiser la pratique, puis d'utiliser des stratégies d'enseignement adaptées, de structurer l'environnement, l'espace de pratique, d'anticiper dans la mise en place des séances, d'adapter le contenu de la séance, notamment pour favoriser la compréhension des consignes, des attendus, et également, enfin, d'évaluer les compétences acquises pour réévaluer le projet sportif individualisé. Le livret comporte aussi une synthèse de recommandations que je vous ai mis ici, notamment pour rappeler qu'on est conscient, et pour nous, c'est essentiel de se rappeler que chaque personne autiste, elle est vraiment différente, qu'aucune n'a besoin des mêmes adaptations, mais que adapter la pratique de l'environnement de celle-ci permettra aux sportifs de s'épanouir. Pour finir sur une note très concrète et très pratico-pratique, finalement, la question qui se pose maintenant qu'on sait que l'activité physique est importante, notamment pour les personnes autistes, c'est où pratiquer.
La pratique sportive, elle peut être pratiquée en loisir ou en compétition, en milieu ordinaire, avec un accompagnement individualisé, si cela aussi est nécessaire, en milieu spécifique, tel que le propose la fédération, de façon ponctuelle et ou régulière. C'est-à-dire qu'on va prôner une régularité de pratique, mais bien sûr que celle-ci, on peut pratiquer la natation de façon régulière, toutes les semaines dans le club de natation, dans la section sport adapté par exemple, et aussi pouvoir venir ponctuellement en plus participer à la randonnée ou à la journée activité motrice qui est proposée par la Fédération française de sport adapté, par le comité départemental par exemple. Il y a quand même beaucoup de possibilités qui existent ou qui sont à créer et je vous invite à ne pas hésiter à vous rapprocher des clubs pour trouver un lieu de pratique. Et je rappelle également que la Fédération française de sport adapté, elle accompagne les clubs qui le souhaitent à accueillir et développer les activités adaptées. Et pour cela, les clubs, ils ont juste à se rapprocher de leur comité départemental ou de leur ligue en fonction du territoire concerné. Comment trouver un club, justement, et je terminerai par là. Donc, le comité départemental ou la ligue, alors là, je vous ai mis l'exemple de la ligue, du coup, Champagne-Ardenne, hein, vu que vous êtes les hôtes du jour. Vous pouvez également consulter le site de la Fédération française de sport adapté, rubrique pratiquer, pour avoir accès aux différents clubs qui existent affiliés à la fédération. Et également, vous avez la possibilité de consulter le guide, le Handi-Guide des sports, plutôt, qui est un site créé par le gouvernement qui recense l'ensemble des clubs qui déclarent être prêts à accueillir des personnes en situation de handicap, en précisant quel type de handicap ils se sentent prêts à accompagner. Et donc, dans ce nouveau Handi-Guide des sports, une rubrique troubles du spectre autistique est présente. Voilà un petit peu pour la mission et le sport et autisme au sein de la Fédération française de sport adapté. Je vais reprendre la main. Je pense que c'est bon, non? Vous me l'avez redonné. Je vais regarder. Normalement, oui, j'ai repris la main. Je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Vous m'entendez, Madame Couder? Oui, très bien. Ok. Écoutez, dans un premier temps, merci beaucoup pour cet éclairage très concret, très clair dans votre présentation, et notamment avec le lien du pratico-pratique, avec effectivement la présentation du guide. Bien évidemment, on le mettra, comme vous l'évoquiez, sur le site à la fois du CRA, mais aussi avec le lien de ce YouTube qui sera effectivement à disposition des personnes. Je me retourne vers ma collègue. Est-ce qu'il y a des questions qui ont émané durant... Non. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, c'est que c'était très clair, en tout cas, avoir cet indicateur-là. Alors, après, effectivement, avoir entrevu une vision au niveau du territoire national, je vais laisser la parole à votre collègue, Madame Élodie Ars, conseillère technique donc, sur la région Grand Est et particulièrement sur la Champagne-Ardenne, de pouvoir nous partager, expliciter au regard de cette thématique de ce qui peut être proposé en termes de prise en compte du sport dans la vie des personnes avec TSA. Alors, vous avez votre PowerPoint, Madame? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Moi, je vous entends. Bonjour à tous. Il faudrait que normalement, vous êtes co-hôte et oui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais essayer de partager mon écran du coup. Très bien. Je pense que c'est en cours. C'est bon. Alors. Sauf que moi, je vois toujours à l'image Madame Couder. Je ne vois pas Madame. Le PDF est bien partagé. Hein. Oui. C'est bien partagé? Oui, on voit bien le PowerPoint. Mais on ne vous voit pas. D'accord. Oui, alors attendez. Mince. Si vous voyez bien mon PowerPoint, oui, je n'arrive pas à le... Vous pouvez le mettre vous en diaporama si c'est possible. Oui. Ah, ben non, on vous voit. D'accord. Madame.
Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous voyez le diapo? Oui. Ok. Eh ben, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, Hello Thiars, donc je suis conseillère technique fédérale donc sur la Ligue Sport Adapté Grand Est et surtout sur la zone en fait sportive de la Champagne-Ardenne. Donc, on est trois en fait sur le Grand Est. J'ai ma collègue Jennifer qui est sur l'Alsace et mon collègue Antoine qui est sur la zone Lorraine. Alors, donc dans un premier temps, je vais vous présenter en fait un peu la ligue et puis ses missions en fait principales et son fonctionnement. Donc, donc la Ligue Sport Adapté Grand Est, donc c'est une association de loi 1901, donc qui est affiliée à la Fédération française du sport adapté. Et donc, elle a pour mission, du coup, d'organiser, de développer et de promouvoir les activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap mental et ou psychique, du coup, sur toute la région. Donc, pour ça, enfin, pour sa mission, du coup, elle s'appuie du coup sur sur 9 CDSA, donc des comités départementaux, qui sont présents et qui sur la région du coup du Grand Est. Et elle s'appuie également sur les 84 associations sportives et sections adaptées qui sont présentes dans le secteur. Donc, ça représente près de 4000 licenciés, du coup, hors période Covid, quoi. Effectivement, nous aussi, on a eu une petite baisse, du coup, là, avec le Covid. Et on avoisine à peu près les 4000 licenciés. Du coup, pour mener à bien, du coup, sa mission, donc la Ligue, elle se développe en adéquation, du coup, avec les 4 axes de développement de la FFSA. Notamment donc favoriser l'inclusion des sportifs en situation de handicap à travers l'affirmation des spécificités du sport adapté, consolider les liens avec les milieux institutionnels, comme par exemple le secteur médico-social, les collectivités territoriales, les associations gestionnaires d'établissements ou les ministères ou voilà, toutes ces instances. Offrir une pratique équitable pour tous les types de handicap et en particulier pour les personnes les plus éloignées de la pratique. On essaie vraiment voilà, de toucher le maximum de personnes et de s'adapter vraiment à tous les types de handicap. Et donc permettre à chaque sportif en situation de handicap, mental ou psychique, d'accéder à son excellence et consolider aussi la compétitivité des équipes de France. Concrètement, du coup, ça se développe de cette manière-là. C'est on propose du coup une offre sportive variée à travers un calendrier sportif. Donc, dans le calendrier sportif, on a des rencontres compétitives, non compétitives. C'est à peu près 50-50 par rapport au calendrier. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. On a des championnats régionaux, départementaux. Et du coup, sur les rencontres loisirs, on a de la découverte. Ça va par exemple de journées activités motrices avec des petits ateliers ou des journées Sarbacane à des journées plutôt peut-être des petits tournois ou du basket orienté où on va adapter l'activité, on va commencer par des petits ateliers, on est sur des choses assez simples. On s'adapte vraiment en fonction de chaque public. C'est aussi du coup l'accompagnement des comités départementaux et des clubs à travers du coup leur création, leur développement. On les accompagne aussi sur la professionnalisation pour leur permettre aussi de se développer à ce niveau-là. La mise en place de commissions et d'identification de référents à travers une équipe technique régionale. Donc, c'est vrai qu'on essaye de développer au maximum du coup ces commissions. Ça vient petit à petit. Pour l'instant, on arrive surtout à identifier des référents. Du coup, ça va être dans
par rapport aux différentes disciplines ou aux spécificités particulières, par exemple justement sur l'autisme, où une commission est envisagée en tout cas. Pour l'instant, on met en place une référence et petit à petit, on va développer les commissions autour de ça. Un programme de formation du coup, qui se développe à travers la mise en place d'attestations de qualification en sport adapté, de spécificités, de certificats de spécialisation du coup sur le sport adapté pour compléter par exemple un BPGEPS où on va aussi mettre en place des formations du coup pour les bénévoles. On essaie de développer ça en ce moment du coup sur l'accompagnement des bénévoles et des dirigeants, la formation d'officiels. Et on a aussi une réflexion là sur la mise en place peut-être d'initiateurs en lien peut-être justement avec le sport santé ou justement le sport à travers l'autisme, toutes ces spécificités-là. Et on participe aussi donc à des journées de sensibilisation. La mise en place de stages sportifs adaptés. C'est vrai que sur la Ligue, on met en place ce type de stage pour permettre du coup de découvrir du coup le sport à travers des stages sportifs. Donc on en a 2 grands en été et 5 petits séjours du coup sur le restant de l'année. Et du coup le suivi et l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Donc effectivement, on a 2 pôles France déjà sur la région Grand Est, un pôle France athlétisme et un pôle France en football, du coup sur le Crêpes de Reims. Donc on est vraiment chargé du suivi des sportifs, c'est-à-dire les accompagner aussi dans leurs différentes demandes, en termes de peut-être parfois de subventions ou dans leurs projets sociaux professionnels. On essaye vraiment de les accompagner à tout niveau du coup pour leur permettre du coup de s'intégrer au mieux à ce haut niveau. Et la mise en place aussi d'un pôle d'excellence régionale et de formation qu'on vient de créer là et qui se met en place petit à petit depuis l'année dernière, qui permet du coup un accompagnement du coup des meilleurs régionaux et de leur permettre des stages pour pourquoi pas aller plus loin du coup dans le sport de haut niveau. Et l'autisme dans tout ça. Donc effectivement, dans tout ce programme en fait sur la région, par rapport à l'autisme, on a plusieurs adaptations en fait. J'ai fait un petit peu un point aussi avec mes collègues sur les différents comités départementaux. Pour l'instant, on n'a pas une commission qui est encore très établie, mais il y a déjà des choses qui se mettent en place, notamment sur les rencontres sportives, où du coup les rencontres sont ouvertes vraiment à tous les sportifs qui sont licenciés FFSA. Et donc, en fait, on a la possibilité aussi d'adapter du coup ces rencontres-là. Et ça se fait déjà, notamment avec des créneaux spécifiques qui sont mis en place. Par exemple, nous, sur des rencontres activités motrices, en fait, il y a des établissements qui nous ont contactés, qui souhaitaient en fait venir avec un groupe de jeunes autistes et pour qui c'était compliqué, la foule, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, il y ait beaucoup de bruit. Du coup, en fait, on a créé un créneau spécifique juste avant en fait, le début de la rencontre. Ils peuvent se rendre sur la rencontre, comme ça, ils profitent des ateliers qui sont proposés, des activités, tout en évitant du coup tout ce brassage et ce monde et ce bruit. Donc voilà, ça, c'est des petites choses qui se mettent en place sur la demande en fait des associations. Et on a aussi donc des journées spécifiques qui se mettent en place. Alors notamment là sur la Ligue Lorraine, donc sur la zone Lorraine, j'ai mon collègue qui m'en a fait part. Donc tous les ans, en fait, ils mettent en place une
une journée en partenariat avec l'association Vivre avec l'autisme Meurthe-et-Moselle. Et en fait, ils proposent une grande journée avec les enfants et les parents. Et du coup, donc, ça se traduit sous la forme de petits ateliers d'activités motrices, des ateliers de sarbacane. Je crois qu'il y a un petit atelier de relaxation. À la fin, on finit sur un petit match de basket entre parents, animateurs et puis sportifs. Enfin voilà, il y a toute une ambiance qui se met autour de ça. Sachant que sur la création, je reviens vite fait sur la création des créneaux spécifiques. Du coup, c'est quelque chose vraiment qui peut s'adapter. Ça peut être aussi, en général, nos rencontres ont lieu le matin, mais on pourrait très bien, pourquoi pas, évoluer sur un créneau l'après-midi qui pourrait permettre à des personnes avec plus de difficultés de pouvoir y accéder. Tout ça, ça se fait un peu sur la demande et en fonction en fonction de chacun. Alors, il y a aussi des interventions du coup auprès d'établissements médico-sociaux ou d'associations spécialisées pour les personnes autistes. Notamment en zone Lorraine, on a donc Sarah qui est CTF sur le CDSA 54, qui me faisait part en fait qu'elle intervient en fait une fois par semaine dans un foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes. Et donc, elle propose des activités sportives adaptées du coup pour des petits groupes en fait en général de 5 à 6 sportifs et avec 2 accompagnateurs de l'établissement qui viennent également. Donc, sous forme de prestation, du coup, Sarah a été sollicitée par cet établissement et du coup, un partenariat a été mis en place. En zone Alsace, on a Hélène, donc, qui est CTF aussi sur le CDSA 67. Elle intervient un samedi sur 2 auprès d'un groupe d'entraide mutuelle, un GEM, du coup pour proposer des activités sportives adaptées aussi, sur des petits groupes également de 6-7 personnes. Et là, en fait, donc c'est les sportifs qui s'inscrivent. C'est des personnes autistes Asperger qui viennent et qui s'inscrivent sur les rencontres. Donc, souvent, elle a souvent les mêmes personnes d'une semaine à l'autre et puis quelques personnes qui viennent, qui découvrent, qui restent et qui, voilà, il y a un échange qui se fait aussi par rapport à ça. Et puis, jusqu'à présent, donc, moi, j'intervenais aussi sur la Ligue auprès d'un établissement pour adultes autistes. Donc, j'intervenais sur 2 demi-journées, en fait, pour leur proposer des activités adaptées. Donc, il y avait un réel travail aussi avec la structure pour voir un petit peu les besoins, un travail aussi avec les projets individuels de chacun. Et donc là, je suis en train d'accompagner une association sportive, justement pour la création d'un poste. Et du coup, cette association risque peut-être de reprendre justement ces interventions-là. Et ça permet du coup de remettre au local un petit peu tout ça et de permettre d'avoir une offre encore plus variée avec la création de ce poste sur cette association. Donc, donc l'intervention, donc c'est les CTF qui sont employés sur les CDSA, donc sont des éducateurs sportifs de formation et qui sont formés aussi du coup au handicap. Alors, les stages sportifs adaptés. Donc, je vous fais une petite parenthèse dessus parce que je trouve ça important de vous montrer toutes les adaptations qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer plus parce que ça demande vraiment beaucoup de travail, de coordination avec les structures. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens humains de pouvoir développer plus ça. Mais pourquoi pas, ça reste là. En tout cas, c'est une expérience qu'on a menée. C'est-à-dire qu'on on s'est rendu compte, c'est une structure qui m'a contactée, un Femmes pour adultes autistes,
sur des séjours sportifs pour qui c'était compliqué d'amener leurs sportifs, enfin leurs résidents, par rapport à l'adaptation et tout ça. C'était compliqué après les retours, partir en séjour, revenir. Il y avait tout un truc un petit peu compliqué et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui avaient besoin quand même de repères, notamment humains. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat. Donc, ça fait déjà 3 ans, je crois, qu'on met en place ce type de séjour. Et en fait, donc, il y a un petit groupe de personnes de l'établissement qui viennent se greffer du coup sur les stages sportifs avec la mise à disposition du coup de professionnels de l'établissement également. Comme ça leur permet de pouvoir avoir toujours une accroche quand même avec des personnes qui connaissent, tout en découvrant en fait le stage et le vivre pleinement et découvrir aussi les nouveaux animateurs, parce qu'il y a des animateurs qui sont là, qui ne connaissent pas forcément. Voilà, il y a tout un lien qui peut être fait. Et ouais, par expérience, du coup, ça tourne assez bien. C'est toute une adaptation, du coup, tout un travail par contre en amont avec les familles et avec les établissements. Donc voilà, je trouvais que c'était important de vous montrer aussi ce qu'on était en capacité de faire selon les demandes en fait. Nous, on est vraiment ouvert à plein de choses. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous demander en fait et on essaie de s'adapter. Il y a des choses où on va se retrouver limité, comme là pour les séjours, mais voilà. En tout cas, c'est des choses qu'on arrive à mettre en place. Et ensuite, on a la partie sport de haut niveau, où je voulais faire aussi un petit point. Parce que du coup, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a 2 pôles France en sport adapté et donc un PERF qui est en train de se développer du coup sur l'athlétisme et la natation. Et il faut savoir que du coup, sur chaque pôle, du coup, il y a un suivi des sportifs qui est mis en place pour les accompagner dans la mise en place de leur projet. Des entraîneurs qui sont formés, encore une fois, au handicap. Donc, du coup, il y a un vrai accompagnement. Et pour la plupart des pôles aussi, il y a une personne qui est chargée de l'accompagnement à la vie quotidienne, qui est présente sur chaque stage, qui permet du coup voilà, d'avoir quelqu'un sur qui compter pour les sportifs, pour pouvoir les accompagner sur la vie quotidienne, ou même avoir une référence, pouvoir échanger sur les problèmes rencontrés et tout ça. Donc, je vais vous présenter deux sportifs de haut niveau. On a Julien Roth qui est du coup qui fait partie du pôle France en football, donc qui présente des troubles autistiques et puis qui s'épanouit du coup dans cette discipline. Et aussi du coup Lucas Créange, je voulais faire un petit clin d'œil aussi parce qu'il a participé aux derniers Jeux paralympiques et est revenu du coup avec la médaille de bronze du coup en tennis de table. Alors, donc aussi, quel projet du coup pour la Ligue? Parce que c'est vrai que du coup, on a un peu ce qui est mis en place comme ça, un peu sur demande. Et maintenant, comment on va de l'avant du coup sur la Ligue? Déjà, dans un premier temps, ça passe par l'identification d'un référent régional autisme. Donc, ça vient de se mettre en place. Donc, pour l'instant, actuellement, c'est moi du coup qui suis référente sur la Ligue Grand Est. Et dans l'optique du coup de créer, pourquoi pas, du coup, une commission du coup régionale autour de l'autisme. Ça, ce serait vraiment l'objectif. Ça peut mettre un peu de temps, du coup, à se mettre en place, mais vraiment, il y a cet objectif-là de pouvoir mettre vraiment une commission qui pourrait aussi permettre de faire un état des lieux plus précis aussi de comment les personnes autistes se situent dans le sport, les différentes demandes, les besoins en termes d'accompagnement, que ce soit des sportifs ou même l'accompagnement des associations ou des CDSA par rapport du coup à l'accompagnement des personnes avec autisme. Et aussi faire un état des lieux en termes de formation et de questionnement aussi des sportifs. Donc voilà un petit peu là où on va se situer sur ces prochaines années. Je refais un petit point du coup sur trouver un club.
Ma collègue Elodie l'a déjà fait un peu tout à l'heure, mais du coup, j'avais prévu une petite slide aussi là-dessus. Donc, vous pouvez bien évidemment retrouver du coup sur le site du sport adapté. Je vous ai remis le lien ici. De toute façon, vous retrouverez mon diaporama pareil sur le site du CRA du coup par rapport à ce webinaire. Donc, sur le site du sport adapté, vous avez dans l'onglet Pratiquer, trouver un club. Il vous suffit de cliquer du coup sur la petite carte en fait de France, là, de choisir. Et puis, vous avez du coup toutes les associations qui sont affiliées au sport adapté sur la région. Donc, n'hésitez pas à y aller. Sur le site de la Ligue Sport Adapté Grand Est, vous pourrez retrouver également un listing. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc pour nous contacter, notre site internet, il est mis régulièrement à jour, donc n'hésitez pas à y aller du coup sur la liguesportadaptégrandest.com. On a une page Facebook, n'hésitez pas aussi à nous suivre. On essaye régulièrement de poster des choses, de poster un peu les actualités. On a aussi une chaîne YouTube. Ça nous a pas mal servi du coup pendant le confinement parce qu'on a mis en place des petits défis, donc ils sont aussi accessibles, ça peut toujours être intéressant. Et puis, donc, les coordonnées, du coup, de Jennifer Meyer, ma collègue d'Alsace, donc, qui est directrice, du coup, de la Ligue Sage. Donc, mes coordonnées, du coup, sur la zone Champagne-Ardenne et les coordonnées de mon collègue Antoine Mion, du coup, sur la zone Lorraine. Donc, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup, Madame Ars. Je vais reprendre la main, si c'est possible. Normalement, ça devrait être fait d'ici peu. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où... Ah oui, toi, tu me vois, mais on voit encore le... Est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran? Voilà, je cherchais comment faire, mais c'est bon. C'est aussi... toute une logistique d'organisation. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Ars, tout comme Madame Couder, pour la clarté de vos propos, en tout cas, qui nous permettent aussi de faire le lien avec ce qui se met en place au niveau de notre territoire plus précisément. Alors, il y a eu effectivement pendant votre intervention quelques questions, mais vous y avez répondu. Une question autour, effectivement, est-ce qu'il existe un annuaire des associations? Votre dernière vignette a répondu exactement à cette question-là. Donc, je renvoie notre spectateur ou spectatrice à la consultation, bien évidemment, sur l'ensemble du site de la France pour trouver l'association référencée. On avait aussi une question, mais je pense que la réponse aussi, on l'a. C'est effectivement pour pouvoir bénéficier de vos services, des activités. Est-ce que les personnes se doivent d'être licenciées? Donc les bénéficiaires, voilà. Je pense que chacun, pour profiter d'un club et cette prestation, il faut prendre une licence. Alors du coup, on a plusieurs possibilités pour participer aux rencontres. Donc du coup, c'est soit une licence à l'année, une licence annuelle, donc auprès d'un club. Ou alors, on propose aussi des licences découvertes à la journée. Donc qui s'élève à 7 € en fait, donc qui permettent du coup aux sportifs de pouvoir découvrir l'activité dans un premier temps. Mais il faut savoir que la licence annuelle, elle permet d'accéder vraiment à toutes les rencontres proposées dans le calendrier sportif. Une fois qu'on a la licence, il n'y a pas de surcoût supplémentaire sur les rencontres, sauf exceptionnellement sur des rencontres un peu particulières, par exemple le bowling. Je sais qu'on demande une participation de 2 €, mais sinon, sur toutes les autres rencontres, tout est accessible. Et puis, je me permets aussi d'apporter un élément supplémentaire, donc un professionnel qui est en ligne, un professionnel de CESAD qui a développé un outil à PSA, particularité TSA, notamment pour répondre à la question quel sport choisir. Donc, c'est M. Chorlet, pour ceux et celles qui connaîtraient ce professionnel. Donc, effectivement, il est prévu un bonus au regard de ce webinaire pour que je puisse interviewer d'ici 3 à 4 semaines M. Chorlet
sur cet outil, classeur, qui peut effectivement être un outil très pratico-pratique à destination des professionnels. Donc, on a organisé un temps d'échange. M. Churlet présentera l'outil et bien évidemment, je mettrai après en ligne notre interview. Voilà, pour que ça puisse aussi agrémenter cette thématique autour de l'accessibilité. Voilà. Très bien. De mon côté. Normalement, M. Paul Caillé nous a rejoint. Je vous ai à nouveau promu. Vous m'entendez? Vous pouvez activer votre caméra? Vous me l'activiez de votre côté. Je n'ai pas la main, mais je vais y arriver. Alors, juste quelques secondes. Tac. Alors, juste inviter. Il faut que. Nommé comme animateur. Incessamment sous peu, on va le mettre en co-hôte. Ça vient. Voilà. Voilà, pardon, excusez-moi pour Pas de souci. cette problématique technique. C'est les joies du direct. Toujours comme ça, voilà. Eh bien, écoutez, monsieur Caillé, je vais vous laisser la parole afin qu'on puisse effectivement entrevoir, vous, du côté du comité paralympique et sportif français, comment vous vous inscrivez, tout comme vos collègues dans la démarche d'accessibilité autour du sport. Normalement, vous pouvez partager votre écran. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais. Voilà, je vous laisse la main. Alors, donc, je suis Paul Caillé, je suis référent paralympique territorial pour le comité paralympique et sportif français. Donc, entité nationale qui représente, en tout cas, qui tâche de représenter le mouvement parasportif qui date des années 90 et plus précisément des années 92, créé en lien avec la Fédération française du sport adapté et la Fédération française du handisport dans le cadre des Jeux paralympiques d'Albertville de l'époque, tout simplement pour avoir un seul et même interlocuteur dans le cadre des discussions qui étaient menées sur ces épreuves paralympiques. Dans le cadre de son développement, on arrive en 2021 à 42 fédérations sportives du mouvement sportif qui sont membres du CPSF. Et le CPSF, au-delà de sa mission autour de la gestion et de l'organisation, de la coordination des équipes de France paralympiques, a une deuxième mission qui va être en tout cas de soutenir le développement de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Donc, en ce sens, le CPSF, depuis 2019, s'est territorialisé avec la mise en place de référents paralympiques sur les territoires régionaux. Et c'est pour ça que je suis arrivé en poste donc en 2020 au sein du comité paralympique et sportif français. Voilà, donc mes missions, elles sont de deux ordres. Le premier, ça va être d'essayer de travailler déjà à renforcer les transversalités au sein des acteurs du mouvement sportif. Également, travailler aussi sur la mise en place de passerelles plus cohérentes avec le mouvement médico-social et le mouvement sportif, qui par essence, on le sait, se connaissent, mais ont encore du mal à pouvoir travailler ensemble sur des projets communs. Et enfin, c'est de travailler avec l'ensemble des représentants du mouvement sportif, puisque le mouvement sportif en France évolue depuis quelques années. En 2021 et 2020, on a vu la mise en place de la conférence régionale du sport, qui, dans les années à venir, va être amenée à régir, en tout cas, et à définir les politiques sportives territoriales pour le Grand Est. Et en cela, le CPSF, en tant que représentant du mouvement paralympique, au même titre qu'est le CROSS Grand Est pour le mouvement olympique, s'implique dans le cadre des discussions régionales pour faire la part belle, en tout cas, et de vraiment mettre en place et en avant les enjeux que sont ceux du développement de la pratique pour le public de personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, dans le cadre de ces missions, j'ai eu une priorité donc, sur cette année 2020 et ce début d'année 2021, ça a été la mise en place d'un état des lieux de la pratique physique et sportive des personnes en situation de handicap. Et en ce sens,
il y a plusieurs choses plusieurs constats qui ressortent. Le premier, c'est tout d'abord que le public et que les personnes, en tout cas, qui peuvent être acteurs dans le mouvement sportif, n'ont pas ou peu la connaissance du public et du handicap. C'est une plutôt question de société, que l'inclusion au sein du mouvement scolaire, qui est relativement récente, ne permet pas à tout un chacun au sein de la société française d'avoir une bonne connaissance du public et des possibilités de chacun, et qu'on a souvent du mal à pouvoir identifier les capacités et les possibilités selon le handicap. Et souvent, on identifie le handicap à une personne en fauteuil roulant, alors que le handicap, 80% des personnes ont des handicaps qui sont invisibles, en tout cas dits invisibles. Voilà. Deuxième constat, c'est de dire que les PSH, alors actuellement, on a un recensement qui est complexe, qu'on n'a pas de données réelles sur le nombre de personnes en situation de handicap en France, et qu'en cela, il est difficile de pouvoir adapter des politiques nationales concrètes sur le déploiement de politiques pour le développement de la pratique. Et que dans ce cas, on a une vision que parcellaire, on va dire, du nombre de personnes en situation de handicap. À titre d'exemple, dans le cadre de la réalisation de cet état des lieux, je n'ai pu m'appuyer que sur les données statistiques issues du CREAI, avec les données de la CAF, à savoir sur l'AAH, l'allocation adulte handicapé, et l'AEH, l'allocation des enfants en situation de handicap, qui sont les deux seules, en tout cas, données statistiques qui nous permettent, en tout cas, d'établir des relations entre les publics sans forcément connaître la nature de leur handicap, même si cette nature n'est pas forcément utile. Il y a également la notion de dire que le parasport et le développement de l'activité physique pour les personnes en situation de handicap n'est pas identique sur les territoires de notre région Grand Est. On sait que les établissements pour les personnes en situation de handicap sont majoritairement situés autour de grandes villes, par facilité autour forcément d'accès aux soins et d'établissements médicaux, et que du coup les territoires à portée rurale ont plus de difficultés à justement pouvoir développer, en tout cas apporter des solutions de pratique pour la pratique des personnes en situation de handicap, que ce soit en termes de transport, d'accessibilité aux équipements sportifs, et également en tout cas d'avoir un maillage associatif suffisamment dense pour proposer une représentativité de l'ensemble des pratiques. Comme l'ont dit Élodie et Élodie, la Fédération française du sport adapté est une fédération multisport, et en cela, elle a un prisme de pratique qui est très large et qui permet aux licenciés du sport adapté de pratiquer de nombreuses disciplines, et en cela, c'est complexe à pouvoir proposer chacune des disciplines sur chacun des territoires. Enfin, on constate d'ordre général qu'en France, il y a une nouvelle consommation du sport et qu'on est plus sur une consommation unique du sport, que les sports de pleine nature plaisent de plus en plus, notamment sur un territoire comme le Grand Est, qui est en majorité porté sur les espaces de pleine nature. On constate aussi qu'en France, depuis 2016, de nouvelles fédérations qui sont issues du champ du mouvement olympique, en tout cas, s'investissent et ont des missions de délégation ministérielle pour développer la pratique pour les publics de personnes en situation de handicap. Alors, on parle plus d'un public en situation de handicap physique et sensoriel, mais néanmoins, voilà, ces fédérations telles que l'aviron, le canoë, le judo, le tennis, le triathlon et d'autres ont des missions de délégation, et que cette délégation a encore du mal à se mettre en place au niveau régional, départemental et local, par faute en tout cas de moyens humains. Et enfin, on se rend compte que les moyens humains sont souvent plus avancés que l'aspect financier. Et on l'a évoqué, la formation est un vrai plus justement pour pouvoir accueillir et permettre en tout cas aux associations sportives, aux éducateurs de pouvoir proposer une pratique physique et ou sportive adaptée à l'usager, et tout en respectant des critères de sécurité qui sont primordiaux. Donc, c'est pour cela que le CPSF, de sorte à soutenir le développement de la pratique aux côtés des fédérations spécifiques que sont handisport et sport adapté, a voulu mettre en place un projet qui s'appelle donc le projet ESMS X Club, ESMS pour établissement et services du médico-social, a voulu mettre donc en place un projet qui a la volonté de répondre à deux problématiques
deux grandes problématiques qui sont constatées dans une majorité. Alors, je ne dis pas que c'est le constat partout en Grand Est. Néanmoins, c'est de dire que tous les établissements et services du médico-social ne bénéficient pas forcément d'un éducateur formé à pas pour les activités physiques adaptées et que la pratique d'activités physiques régulières n'est donc pas forcément tout le temps possible au sein des établissements. Au contraire, les clubs, eux, donc, peuvent proposer, de par des formations BP, de BE, BPGEPS, des créneaux d'activités physiques adaptées. Néanmoins, les clubs ont des difficultés à pouvoir se mettre en lien avec le public pour leur proposer en tout cas ces créneaux et que du coup, les clubs qui sont para-accueillants ont des difficultés justement à proposer leur offre pour pouvoir mettre en place des séances de sport pour le public de personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler d'une convention qui a été signée entre l'IME Le Rosaire à Rethel, en Moselle, avec l'association Sport Avenir Lorraine, en lien avec Sarah Elk du comité donc, départemental du sport adapté de la Moselle. Donc, il y a eu pour but de travailler en 2020 sur la mise en place de séances de judo au sein donc, de l'IME pour les usagers et bénéficiaires donc, de l'IME. Donc, il y a eu environ une quinzaine de séances qui se sont déroulées une fois par semaine pendant plusieurs mois. Alors, essayant un peu de slalomer entre les différents confinements et périodes où l'établissement pouvait malheureusement recevoir du public extérieur. Une fois que tout ça s'est un peu adouci, l'éducateur a pu retourner au sein du club et proposer des séances adaptées au public. Donc, pour avoir échangé avec l'éducateur, le constat, c'était qu'il y avait trois personnes autistes au sein du groupe et que au bout des 15 séances, l'éducateur a constaté un vrai bienfait sur la pratique de tout public. Et pour les personnes autistes, il a vu une vraie augmentation de leur confiance en eux et une vraie amélioration de leur activité motrice avec une meilleure représentation et orientation au sein de l'espace au travers des exercices qui pouvaient leur être proposés. Voilà. Alors, ce que je vais vous faire, je vais essayer, vous allez juste me confirmer si on entend bien le son. Alors, Karine, je vous vois, donc si vous pouvez juste hocher la tête si on entend le son. Ah, c'est pas là, c'est après. Donc, ce sera la diapo suivante. Voilà, donc les ambitions du dispositif, je vais vous rappeler, voilà, c'est de répondre aux difficultés du médico-social et du mouvement sportif, de se connaître et de pouvoir rentrer en contact, de faciliter donc la mise en place d'activités physiques adaptées, tout en proposant donc un minimum de 15 séances. Donc ça, c'est vraiment les ambitions du projet désormais, c'est d'avoir un minimum de séances pour proposer on va dire une continuité de la pratique et de ne pas répondre au constat que j'ai pu énoncer juste avant, où on a une offre plutôt une offre non durable de l'offre parasportive. Ceci afin donc de proposer une activité adaptée en toute sécurité, puisque la sécurité au travers aussi du diplôme de l'éducateur, d'adapter la pratique au public qui est concerné. Si une pratique concerne exclusivement des usagers en situation d'autisme, on va adapter les conditions de la convention, puisqu'on sait qu'on n'aura pas la possibilité d'accueillir 10 à 15 personnes en situation d'autisme en même temps, mais on pourra permettre à 4 à 5 personnes de pratiquer au même moment au sein d'un groupe, de sorte à leur permettre de pratiquer en toute sécurité. Enfin, le but est de pouvoir pérenniser la pratique de sorte à créer un vrai lien entre l'association sportive et l'établissement. Donc, c'est un cycle IME de Rethel est reparti sur cette année 2021-2022 sur un nouveau cycle sur l'année avec la mise en place de cycles de lutte pour en tout cas répondre aux attentes des bénéficiaires tout en assurant la continuité du judo, en sachant que la lutte a été préférée au judo puisqu'il y avait un aspect plus simple par rapport à la pratique liée au Covid. Voilà. Notamment les kimonos, où prêter les kimonos en temps de Covid n'était pas forcément très préférable. Voilà un peu pour cette ambition du dispositif. Je vais vous passer maintenant une vidéo.
On entend le son. Oui, j'entends. Ouais. L'activité d'aujourd'hui, ça serait une randonnée pédestre autour donc, du fort d'Ibuy, dans le cadre d'une randonnée organisée et adaptée aux personnes en situation de handicap en utilisant du matériel qui leur permet de compenser leur handicap et de randonner avec les autres. Alors le but de cette association, c'est de permettre à des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap d'ailleurs, qu'il soit moteur, physique, mental, psychique ou sensoriel, de participer à des activités de pleine nature et surtout de les partager avec des valides. Pour ces personnes-là, c'est une vraie découverte. Il y en a qui n'ont jamais fait. Certaines personnes ne sont jamais montées au-dessus d'une colline, au-dessus d'une montagne. Donc là, les goélettes, ça va leur permettre à la fois de s'aérer. Et puis on voit bien dans les temps de Covid qu'il est très difficile d'avoir de la ressource extérieure. Cette convention permet donc de faire un partenariat donc, entre l'APF, donc l'établissement des paralysés de France, et puis nous. Et donc, nous allons pouvoir offrir, entre guillemets, la possibilité à des gens qui sont résidents ou des gens qui sont en accueil de jour dans ces établissements de participer à nos activités. Le conseil départemental a souhaité favoriser les pratiques sportives des personnes handicapées. Autour de ça, le comité handisport s'est mobilisé, l'association Élan, pour faire profiter des personnes de l'association des paralysés de France d'activités de pleine nature, faire découvrir et faire que les personnes puissent participer le plus possible à l'avenir sur des activités de pleine nature. Et si par ces petits coups de pouce-là, on peut inciter les gens à aller vers les établissements, à aller vers les personnes handicapées, forcément, ça sera support à un développement bien plus pérenne des activités. Donc voilà un peu pour la présentation du dispositif. Sachant que le CPSF, il y a un comité, donc ne propose pas de créneaux sportifs spécifiques, mais voilà, est là plutôt comme un acteur transversal pour favoriser les liens entre les différents acteurs qui ont un rôle à jouer dans le développement de la pratique du public et essaye voilà, justement à travers ce dispositif de répondre à des problématiques, on l'a dit dans un premier temps, qui peuvent être financières, et également, dans un deuxième temps, de pouvoir faciliter la mise en relation des acteurs pour qu'ils puissent proposer des créneaux d'activités physiques adaptés. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement vous mettre mes coordonnées. Voilà. Si jamais quelqu'un voulait me joindre ou avait des questions sur ce dispositif. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bien évidemment, à disposition votre support aussi de présentation, M. Kelly. Merci beaucoup pour cette présentation notamment. Moi, j'avais une question assez peut-être naïve, mais quelle est l'articulation entre vous, Madame Couder, Madame Ars, avec le comité paralympique? Est-ce que vous avez des liens réguliers? Donc là, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement, au regard de cette convention entre un établissement médico-social et un club sportif, vous avez sollicité des acteurs, des acteurs de terrain au niveau de la Ligue adaptée qui sont venus aussi concourir à ce projet-là. J'essaye de comprendre l'articulation, la complémentarité de vos deux entités. J'espère que je suis claire. Moi, je vais essayer juste d'y répondre. Dans le champ du sport handicap en France, on a effectivement deux fédérations qui sont dites spécifiques. Donc, la Fédération française du sport adapté pour les personnes en situation de handicap psychique et mental et la Fédération française handisport pour le public en situation de handicap physique et sensoriel. Et donc, au-delà de cette coordination, depuis 2016, de nouvelles fédérations olympiques qui ont une délégation de base pour le public valide, comme on dit, s'orientent et ont des missions en lien avec le développement, la pratique pour le public en situation de handicap. Le public en situation de handicap, tout en sachant que concrètement, la délégation elle est ouverte exclusivement aux personnes en situation de handicap physique et sensoriel, rattachées, entre guillemets, à la pratique handisport. Néanmoins, de nouvelles fédérations, en tout cas, s'engagent dans le développement de la pratique et on constate que pour justement faciliter toutes ces relations, le comité paralympique, qui a une mission
de développement de la pratique a souhaité mettre en place des référents paralympiques dans le but de soutenir ces actions, puisque ces deux fédérations spécifiques, elles sont multisports, et elles n'ont pas suffisamment de moyens humains pour couvrir tout le territoire. La région Grand Est est un territoire très, très vaste. Et il faut pouvoir justement avoir un acteur. Alors, ma mission, elle est plus d'un ordre politique pour justement placer les spécificités et l'expertise des deux fédérations spécifiques pour faire reconnaître leur expertise et qu'ils soient reconnus dans le cadre, en tout cas, du développement de la pratique. Voilà. C'est ce que moi j'essaie de faire au quotidien, mais le développement de la pratique du public et de personnes en situation de handicap passera par cette reconnaissance-là, tout en sachant qu'il faut aussi permettre aux autres fédérations de pouvoir s'y engager en passant par la QSA notamment, qui va permettre aux éducateurs et formateurs du mouvement olympique de s'emparer de la problématique de l'accessibilité à une pratique d'activité physique au public. Aussi de maillage aussi entre les différents acteurs. Le champ parasportif est assez, on va dire, nébuleux et c'est vrai que ça rajoute une complexité de lecture qui est déjà par moments un peu complexe. Mais c'est au vu des enjeux actuels sur le développement de la pratique, il fallait vraiment pouvoir un acteur qui puisse se mettre au service du public pour remettre le public au centre, en tout cas, des préoccupations dans le cadre de la mise en place, notamment de la conférence régionale du sport. Madame Ars, Madame Couder, vous voulez apporter des éléments complémentaires au regard de ma question très naïve, mais pour des gens qui ne sont pas forcément dans effectivement dans les pratiques quotidiennes. Effectivement, du coup, on a eu quelques échanges. Du coup, alors je n'étais pas présente sur tous les échanges, c'est surtout ma collègue Jennifer qui a pu être là, du coup, avec Paul à ce niveau-là. Et puis, comme il expliquait aussi tout à l'heure, du coup, par rapport au club, du coup, le Roset, oui, si c'est le Roset, c'est ça, où il y a eu le partenariat, là, du coup, ESMS Club. Du coup, il a pu se rapprocher aussi de Sarah, du coup, qui est sur le comité départemental du 54. Et voilà, comme ça, le lien se fait. Et on a aussi des coordonnées de chacun de notre côté. Et ça permet aussi d'accompagner les personnes aussi à travers la pratique sportive, quoi. Voilà. Les acteurs pour coordonner différents acteurs du territoire, du terrain, pour faciliter au mieux effectivement la mise en place et l'accessibilité du sport auprès des personnes en situation de handicap. Voilà. Je regarde ma collègue, il n'y a pas de... Écoutez, il n'y a pas de questions supplémentaires au regard de ces échanges très, très complets, très clairs en tout cas, permis d'avoir effectivement une vision globale de vos différentes missions et actions concrètes au sein de votre territoire. Je vais à nouveau vous remercier sincèrement de votre disponibilité au regard de cette thématique qui amène effectivement de se développer encore sur le terrain pour que la pratique sportive puisse être accessible à tous et à toutes. Donc, messieurs, dames, les spectateurs, nous allons vous remercier aussi pour votre participation, pour les questions aussi qui ont été proposées. Donc, rapidement, nous allons effectivement mettre en ligne le replay du webinaire avec les différents documents que vous pourrez effectivement prendre aussi dans vos pratiques quotidiennes pour l'ensemble des professionnels, mais aussi de pouvoir les diffuser à plus grande ampleur. Je vous remercie à nouveau et messieurs, dames, je vous souhaite une très bonne fin de journée en sachant que demain, nous nous retrouvons à la même heure, à 13h, cette fois-ci avec le témoignage d'une professionnelle, donc, qui est professeure de sport adapté, plus précisément en direction aussi des personnes avec TSA, donc il nous fera aussi un retour d'expérience et des préconisations encore très pratiques pour mettre en place des activités physiques et sportives. Et ensuite, la deuxième partie du webinaire sera consacrée à des retours d'expérience de parents et notamment d'une présidente aussi d'association de parents qui a pu travailler aussi en partenariat avec notre intervenante de la
du premier temps du webinaire pour voir effectivement l'articulation qui peut être possible. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation et cette organisation. Oui, merci à vous. Bon, là, j'ai arrêté l'enregistrement. Merci à nouveau. Franchement, c'était très, très enrichissant pour des personnes comme moi qui n'ont pas forcément une vision assez globale de ce qui peut être fait sur le terrain, en tout cas. Merci pour vos actions et puis je vous souhaite une très bonne continuation et au plaisir de vous retrouver, physiquement parlant, un jour. À très bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, je vais connecter. Vous voulez vraiment arrêter l'enregistrement sur le cloud? Oui.